qui arrivent, on peut le comprendre, mais on évoque aussi un peu moins le point de vue de ces gens qui habitent l'île de Lampedusa et qui doivent subir l'arrivée massive de migrants quasi quotidiennement. Bah, c'est toujours la même chose. Les personnes qui souffrent, on va dire, des questions, des insuffisances de la politique migratoire européenne et des politiques migratoires nationales dans les pays États membres sont souvent les personnes qui ne peuvent pas exprimer un rejet politique global du sujet migratoire. Et là, aujourd'hui, la présence d'Ursula von der Leyen, elle ne masquera pas les manquements de l'Union européenne sur la question migratoire, sur 2 points, notamment. Le premier point, c'est l'incapacité à faire converger les vues en termes d'immigration entre les États membres. C'est-à-dire que les pays du Nord sont plutôt immigrationnistes, lorsque les pays du Sud le sont beaucoup moins pour des raisons liées à leur marché du travail, avec un fort taux de chômage, et pour des raisons culturelles, où on a évidemment on est plus enclin à protéger notre modèle. Et le deuxième élément, c'est que l'organisation des moyens aujourd'hui est inefficace, puisque l'Europe, en fait, s'est construite sur l'idée qu'on allait laisser les pays qui sont donc les pays où on a les premières arrivées, donc la Grèce, l'Italie, l'Espagne, qui sont les pays qui ont des budgets sécuritaires qui sont les plus faibles, pour pouvoir gérer les frontières. Or, ça n'a pas de sens. Il faut absolument que les pays du Nord puissent aider les pays du Sud à gérer les frontières. Or, le budget de l'Union européenne sur la question migratoire, c'est 2% de son budget, c'est 3 milliards d'euros seulement. C'est l'équivalent du budget de la culture française. Est-ce qu'avec un budget aussi faible, on peut laisser les pays du Sud en proie face aux vagues migratoires? Et aujourd'hui, on ne gère pas véritablement des harceleurs, qui est désormais acté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va avancer sur la question par rapport aux prédécesseurs de Gabriel Attal et tous ses autres prédécesseurs, hein? Je ne pense pas simplement au dernier ministre de l'Éducation nationale. Ça va dans le bon sens, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et il faut véritablement que le ministre de l'Éducation nationale porte l'objectif de débarrasser l'école du fléau du harcèlement scolaire. Il y a 10% des élèves qui sont harcelés, c'est un chiffre qu'on entend beaucoup. Et ce qui est vraiment très poignant dans le témoignage aujourd'hui dans le JDD, c'est qu'il y a d'abord une inversion des valeurs, c'est-à-dire que l'administration n'est pas du côté des victimes. Et ça, c'est très, très, très dur à encaisser pour les parents d'élèves et puis pour les enfants aussi, qui sont face à une administration qui sont complètement dépossédés de leur liberté. Le deuxième élément, c'est la question de la réactivité de la réponse. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à gérer la question du harcèlement dès le premier fait de signalement. Et moi, je rappelle un chiffre, c'est qu'il y a 56% des élèves harceleurs qui ne sont jamais punis par l'Éducation nationale. Donc, dès qu'il y a un premier fait de harcèlement, il faut absolument que l'appareil d'État puisse pouvoir justement répondre à cette question-là. Donc, est-ce que la mesure qu'a proposée Gabriel Attal est la bonne? J'y suis favorable. Est-ce qu'elle va tout changer? Probablement pas. Et le dernier point aussi, et je pense que c'est votre intervenant qui le disait, c'est la question des rectorats. À un moment donné, il va falloir se poser la question de qui travaille dans ce type de service, de ce type d'administration complètement hors sol et surtout qui capte un certain nombre de ressources du budget du ministère de l'Éducation nationale. Et quand vous échangez avec des professeurs, des parents d'élèves, ils vous disent le rectorat, ça sert à faire des notes, des instructions qui ne sont même pas lues par les enseignants. Et c'est des coûts de fonctionnement qui sont ahurissants pour des personnes complètement hors sol de la fonction publique. 1 million d'élèves qui subiraient du harcèlement. Surréaliste. Mathieu Hoc. C'est le problème en fait qu'il y a pour le monde agricole français, c'est que la France traverse une crise de la production qui est illustrée par le fait que nous n'arrivons plus à exporter nos produits parce qu'on n'est plus capable d'en produire suffisamment. Les seuls secteurs qui exportent d'un point de vue agricole, c'est le vin, la filière du vin, les produits laitiers et le blé. Toutes les autres filières, y compris la filière volaille et la filière de la viande, est en difficulté structurelle. Là-dessus, l'aide à l'Ukraine, c'était un bon élément, mais il ne faut absolument pas se tirer une balle dans le pied pour pouvoir aider les Ukrainiens. Il faut d'abord penser à nos producteurs qui font face aussi à un certain nombre de contraintes, des contraintes en matière de normes de production imposées par l'Union européenne, des contraintes en matière de concurrence déloyale à l'égard, notamment sur la question sanitaire et environnementale, à l'égard de certains pays dans l'Union européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, etc., mais aussi de pays tiers comme l'Inde, la Chine, etc., qui concurrencent nos éleveurs. Et il faut absolument leur apporter tout notre soutien. Et là-dessus, la position du ministre de l'Agriculture me paraît complètement incohérente. Allez, on va marquer la baisse des coûts sur les stations, alors que les stations sont des honnêtes Français qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin. C'est un peu cette France du travail qui est pénalisée par cette mesure-là, alors qu'on le sait, le carburant, c'est 70% de taxes et c'est plutôt via ces leviers-là sur lesquels il faut agir. Notamment, moi je prends un exemple, c'est le cas du Japon. Le Japon a mis en place une clause de déclenchement, c'est-à-dire que dès lors que le coût de l'essence
dépasse un certain prix qu'ils ont évalué, eh bien en fait vous avez tout le prix qui est au-dessus et n'est pas on va dire taxé par l'État. Et donc là-dessus, ça permettrait de supprimer un certain nombre de taxes temporairement lorsque le coût du pétrole s'est envolé. Oui, mais l'État... Effectivement, on est là face à un paradoxe, c'est que d'une part, le nombre comme vous l'avez dit, le nombre d'effectifs de police n'a pas augmenté et le nombre d'équipements de la police aussi n'a pas progressé en termes et de quantité et de qualité. Et d'autre part, la France est aujourd'hui, on va dire, à un carrefour, c'est-à-dire que cette rentrée-là se marque par un certain nombre d'événements sur lesquels la France est sur le devant de la scène, avec effectivement la Coupe du Monde de rugby, les différentes visites de chefs d'État. Et pour cela, il faut la police. Et la police, aujourd'hui, les Français sont favorables à 80-85% envers la police. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on va avoir une mobilisation contre les violences policières, alors que justement, il faut qu'on donne tout notre soutien aux forces de l'ordre qui vont pouvoir protéger le pays pour pouvoir justement le faire rayonner à l'échelle internationale. C'est vraiment très important. Les forces de l'ordre ne sont pas trop sollicitées